John Callaway ajusta ses boutons de manchette, le métal froid tranchant avec la chaleur qui montait en lui. Quelque chose clochait. Il ne pouvait pas encore mettre le doigt dessus, mais après 18 ans passés chez les Marines, dont 8 dans les opérations spéciales, il avait appris à faire confiance à cette sensation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Devant lui, le manoir s'étalait, monument à la richesse et au pouvoir dans ce coin corrompu du Texas. La lumière cristalline se réfractait sur les sols en marbre, projetant des éclats fantomatiques. L'air était saturé de parfums hors de prix, de whisky vieilli, et de secrets. Les yeux de John se plissèrent tandis qu'il balayait la pièce. Des visages qu'il connaissait. Il les avait vus dans des briefings d'intelligence, autrefois. Drogue. Trafic humain. Vente d'armes. Tout cela masqué derrière des sourires fins et des vêtements de luxe. Mon chéri, tu as l'air si tendu. La voix d'Emily s'éleva derrière lui, accompagnée de ses mains qui glissèrent autour de sa taille. Trop familière. Trop affectueuse. Pas du tout en accord avec la froide distance des derniers mois. John se tourna vers sa femme. Dieu, elle était magnifique. Ce n'avait jamais été le problème. Sa robe noire épousait chaque courbe à la perfection, sa chevelure blonde tombait en vagues impeccables. Son sourire, maîtrisé et précis, ne touchait pourtant pas ses yeux. J'évalue la situation, répondit-il d'une voix basse, par habitude. Emily rit. Un son mélodieux, mais calculé. Toujours le soldat. Ce n'est qu'une réception, John. Mon plus gros client de l'année. Elle se pencha, effleurant son oreille de ses lèvres. Essaie, pour une fois, de t'amuser. John hocha la tête, mais son regard restait rivé sur la foule. L'agence événementielle d'Emily avait explosé ces derniers mois. Clients fortunés. Soirées exclusives. L'argent coulait à flot, un peu trop rapidement pour être normal. Ton client a des amis intéressants. Son regard s'attarda sur un groupe d'hommes dont il connaissait les visages. Pour les avoir vus dans des bases de données criminelles. Le sourire d'Emily se figea légèrement. Les riches ont souvent des fréquentations douteuses. Ne gâche pas tout pour moi. Un serveur passa avec un plateau de coupes de champagne. Emily en saisit 2 et entendit une à John. Bois. Souris. Mélange-toi. John prit la coupe, mais ne but pas, vieille habitude. Ne jamais consommer quelque chose qu'on n'a pas vu être préparé. Il feignit d'en boire une gorgée, observant toujours Emily par-dessus le verre. Madame Callaway. Une voix grave domina le brouhaha ambiant. John se retourna et vit Deacon Mercer s'avancer. Grand. Large d'épaules. Un sourire qui ne dissimulait pas le prédateur sous-jacent. Propriétaire du club le plus sélect de la ville. Et, si John ne se trompait pas, bien plus encore. Deacon. Emily murmura son nom d'une voix suave, changeant aussitôt de posture. Elle s'approcha, l'embrassant sur les 2 joues, lingée un peu trop longtemps. Tout est parfait, n'est-ce pas? Plus que parfait. Mercer acquiesça, ses yeux glissant vers John. Et voici donc le célèbre mari. Nous nous rencontrons enfin. John serra la main tendue. Trop de pression dans la poigne. Une tentative de domination. Un homme peu sûr de lui. John Callaway. L'ex-marine. Le sourire de Mercer s'élargit. Emily parle souvent de vous. Drôle, répondit John, impassible. Elle ne m'a jamais mentionné votre nom avant récemment. Un silence tendu s'installa. Avant qu'Emily n'éclate d'un rire trop fort, trop forcé. John dirige une société de conseil en sécurité. Il est suspicieux par nature, c'est ce qui fait de lui le meilleur dans son domaine. Mercer hocha la tête. Un sourire. Des yeux froids. Un homme intelligent. Dans cette ville, on ne peut jamais être trop prudent. Une femme en robe rouge apparut alors, se glissant contre Mercer avec une main possessive sur son bras. Il la présenta comme sa cavalière, mais John remarqua où ses yeux allaient vraiment. Sur Emily. Et Emily se redressa inconsciemment, mettant davantage en valeur ses courbes sous son regard. Laisse-moi te montrer le reste du domaine, dit-on.
Émilie posa une main sur son bras. La terrasse est spectaculaire. Je te suis. John observa Mercé s'éloigner avec sa femme. Ne m'attends pas, mon amour. Émilie lança la phrase sans même le regarder. John serra les dents. Puis posa son verre intact sur une table et se déplaça vers un angle offrant une meilleure vue sur la salle. Son téléphone vibra. Un message d'Ezra. Index revers pointant vers la droite blanc à l'entrée de service. Il faut qu'on parle. Maintenant. John fronça les sourcils. Son frère n'était pas censé être ici. Il quitta discrètement la salle principale, empruntant un couloir réservé au personnel. Ezra l'attendait dans l'ombre, toujours en tenue tactique. Son visage était fermé. « Tu ne devrais pas être là, » murmura John. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Tout. » La voix d'Ezra était tendue. « J'avais raison sur Émilie. Ce n'est pas juste qu'elle te trompe avec Mercé. C'est pire. » John sentit ses mâchoires se contracter. « Parle. »« Je la suis depuis 3 semaines, comme tu l'as demandé. Elle ne va pas seulement chez Mercé pour coucher avec lui. » Ezra passa une main nerveuse dans ses cheveux courts. « Elle le rencontre avec des criminels notoires. Des sommes d'argent circulent. Et, il parle de toi. » Un frisson glacé parcourut John. « Qu'est-ce qu'ils disent ?» Ezra hésita. « Ils parlent de toi comme d'un problème. Un problème à éliminer. » John encaissa l'information, une sensation de froid absolu envahissant son estomac. « Tu es sûr ? » ?»« Assez sûr pour être venu armé ce soir. » Ezra écarta légèrement sa veste, révélant l'étui d'une arme sous son épaule. « Quelque chose se prépare, John. » Il marqua une pause, le regard grave. « Émilie vide les comptes. Et Mercé, ce n'est pas juste un simple propriétaire de boîte de nuit. Il est lié au cartel, au trafic humain, tout ce que tu peux imaginer. » L'esprit de John s'emballa, reconstituant les pièces du puzzle des derniers mois, les nuits tardives d'Émilie, cet afflux d'argent inexpliqué, cette soudaine froideur envers lui. « Et ce n'est pas tout, » poursuivit Ezra. « Le détective Liam Kane est sur la liste de paix de Mercé. Je les ai vus se rencontrer 3 fois cette semaine. Kane est corrompu, John. Il est impliqué jusqu'au cou dans ce qu'il prépare. » L'expression de John se durcit. « Tu crois qu'ils veulent ma mort ? Je pense surtout qu'ils veulent ce que tu as, ton argent, tes contacts, ta réputation. De quoi blanchir leurs opérations. Et, oui, à terme, ils voudront sûrement se débarrasser de toi. » John réfléchit rapidement à ses options. « Rentre chez toi, Ezra. Ne te mêle pas de ça. Je vais gérer la situation. » « Pas question, » grogna Ezra. « T'es mon frère, on se serre les coudes. »« J'ai besoin de toi à l'extérieur, » insista John. « Si ça tourne mal, il faut quelqu'un qui puisse bouger librement. » Ezra sembla sur le point de protester, mais finit par hocher la tête. « D'accord, mais tu m'appelles à la seconde où tu sens que ça dégénère. Promets-moi. »« Je te le promets, » répondit John. Mais tous deux savaient que certaines promesses étaient impossibles à tenir. Alors qu'Ezra disparaissait par l'entrée de service, John retourna à la fête, tous ses sens en alerte. Il balaya la pièce du regard et repéra Émilie de l'autre côté de la salle. Elle riait avec Mercé, sa main posée sur son torse. Le mensonge parfait commençait à s'effilocher. Et John Calloway était prêt. 1 heure passa. Il se déplaçait comme un fantôme à travers la réception, écoutant, observant. Il capta des bribes de conversation, des comptes offshore, des cargaisons arrivant bientôt, des personnes transférées d'un endroit à un autre. Pas exactement les discussions habituelles des soirées mondaines. Émilie le surveillait. Régulièrement, son regard trouvait John dans la foule, s'assurant qu'il était toujours là, toujours inconscient de ce qui se tramait. Un serveur s'approcha avec un plateau de boissons. « Whisky, monsieur. » Offert par Madame Calloway. John baissa les yeux vers le liquide ambré. « Ma femme a envoyé ça pour moi ? » ?»« Oui, monsieur. Elle a dit que c'était votre préféré. » Les yeux du serveur trahissaient une nervosité à peine contenue. John prit le verre. «
Merci. Mais il ne but pas. Au lieu de cela, il le tint à la main tout en se dirigeant vers un coin plus tranquille de la salle. Emily était toujours avec Mercer, mais cette fois, le détective Liam Kane les avait rejoints. Tous trois parlaient à voix basse, jetant occasionnellement des coups d'œil furtifs dans sa direction. Kane était facile à repérer, grand, le visage marqué par les années, l'amorce d'un holster dissimulé sous son costume coûteux mais mal ajusté. Son regard était froid, calculateur. Un prédateur parmi les prédateurs. John fit semblant de boire son whisky tout en observant. Il vit Kane hocher la tête à quelque chose qu'Emily disait, puis le détective s'éloigna, se dirigeant vers la sortie d'un pas déterminé. Le téléphone de John vibra. Un message d'Ezra. Des hommes armés viennent d'arriver. 4 SUV. Précision militaire. Tire-toi. Trop tard. Emily avançait déjà vers lui, un sourire radieux sur les lèvres, mais un vide glacial dans les yeux. « Te voilà, mon amour, dit-elle d'une voix mielleuse. Tu apprécies ta boisson ? John leva légèrement son verre, un sourire aux lèvres. Elle est parfaite. Tu me connais si bien. Après 5 ans de mariage, je devrais, non ? Elle se rapprocha, ajusta son nœud de cravate d'un geste lent, inutile. Tu as l'air préoccupé, ce soir. Juste du travail, répondit John. Le contrat Morrison doit être revu. Emily soupira. Toujours en train de travailler. C'est ce que j'admire chez toi, John. Ta détermination. Ses doigts glissèrent sur son torse, effleurant le tissu de sa chemise. Mais ce soir, reprit-elle en s'approchant davantage, ce n'est pas une soirée pour parler business. Elle l'embrassa profondément. Son parfum l'enveloppa, familier et pourtant, étrangement différent. Lorsqu'ils se séparèrent, elle prit le verre de ses mains et le porta à ses lèvres. « Bois, murmura-t-elle. Pour moi. » John savait qu'il n'avait plus le choix. Quel que soit leur plan, il était déjà en marche. Il devait jouer le jeu, gagner du temps. Il but une gorgée profonde. L'alcool brûla sa gorge, et quelque chose d'autre. Un arrière-goût amer, glissé sous la saveur fumée du whisky. Emily sourit. Un éclat de satisfaction brilla dans son regard. Voilà qui est mieux. John le sentit presque aussitôt. Sa vision se troubla au bord. Ses membres s'alourdirent. Mais son entraînement reprit le dessus. Il contrôla sa respiration, combattit les effets, s'efforça de rester alerte. « Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air », balbutia-t-il, exagérant légèrement son état. « Bien sûr. » Emily prit son bras, le guidant vers une porte latérale. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule. Elle souriait, saluait les invités comme si de rien n'était, tandis qu'elle entraînait son mari de plus en plus chancelant à l'écart. Dans un couloir isolé, John murmura. « Tu sais. J'ai toujours voulu savoir pourquoi tu m'as épousé. » Emily resserra sa prise sur son bras. « Parce que tu étais riche, respecté, utile. » Un camouflage parfait. Le masque était tombé. Ils tournèrent un dernier coin et tombèrent sur Deacon Mercer, debout devant un ascenseur. 2 hommes en costume, clairement des gardes du corps, l'encadraient. « Il est sous contrôle ?» demanda Mercer d'un ton glacial. « Presque », répondit Emily. « Il a tout bu. » John laissa ses jambes flancher légèrement, se laissant s'appuyer davantage contre elle. Il devait leur faire croire qu'il était plus affaibli qu'il ne l'était réellement. « Emmenez-le », ordonna Mercer. Les 2 hommes saisirent John brutalement et le traînèrent vers l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient, Emily se pencha vers lui et, tout près de l'oreille de John, elle murmura. « Tu n'aurais jamais dû m'épouser. » L'obscurité s'abattait sur lui, la drogue était trop puissante pour lutter totalement. John se sentit sombrer, mais pas avant d'avoir observé les boutons qu'ils avaient pressés, pas avant de les avoir comptés, pas avant d'avoir commencé à échafauder un plan. Parce que John Callaway n'avait pas survécu à 3 missions en Afghanistan et à d'innombrables opérations secrètes en abandonnant quand les probabilités jouaient contre lui. L'ascenseur descendit jusqu'au sous-sol, vers ce qu'il pensait être sa fin. L'eau glacée le heurta de plein fouet, le ramenant brutalement à la conscience.
Il haleta, la tête rejetée en arrière, juste avant qu'un autre seau d'eau ne s'écrase sur son visage. La déferlante glaciale dissipa une partie du brouillard dans son esprit, ramenant ses pensées à une réalité aussi nette que terrible, des murs de béton, un éclairage faible, l'odeur de la terre humide et des produits chimiques. Son propre sous-sol. La pièce sécurisée qu'il avait lui-même construite pour stocker ses armes et servir de refuge en dernier recours. L'ironie ne lui échappa pas. « Réveille-toi, réveille-toi » La voix de Mercé venait de sa gauche. John, les yeux embués d'eau, analysa sa situation. Ses mains étaient menottées derrière le dossier d'une chaise métallique, elle-même boulonnée au sol. Ses chevilles, attachées au pied du siège par des colliers de serrage en plastique. Des attaches de qualité professionnelle. Pas surprenant, compte tenu de ce qu'il savait désormais sur ceux qui l'avaient amené ici. Il sentait encore la drogue dans ses veines, ralentissant ses pensées plus qu'il ne l'aurait voulu. Mais l'adrénaline l'aidait à retrouver une clarté brutale. « Le voilà », dit Emily en entrant dans son champ de vision. Elle avait troqué sa robe de soirée pour une tenue plus pratique, Jean, débardeur, cheveux attachés, maquillage effacé. La vraie Emily, pas la façade de la parfaite épouse mondaine. John cracha l'eau sur le sol. « Pourquoi tout ce cinéma ? Si tu voulais divorcer, il suffisait de demander. » Emily éclata de rire, un son froid résonnant contre les murs de béton. « Un divorce ? Et partagé tout en deux ? Voyons. » Mercé s'avança, se plaçant derrière Emily, les mains posées avec possessivité sur ses hanches. « Ta femme a des goûts de luxe, Callaway. Et moi, j'ai des projets coûteux. » John nota la présence de 3 autres hommes dans la pièce. 2 soldats, sans doute ex-militaires à en juger par leur posture et leur vigilance. Et, adossé au mur, un visage familier, le détective Liam Kane, observant la scène avec un détachement dérangeant. « Donc, c'est un simple braquage ?» demanda John en testant discrètement ses menottes à la recherche d'une faiblesse. « Vous prenez mon fric et vous me tuez ? » « Oh, c'est bien plus que ça », répondit Emily, s'installant sur les genoux de Mercé alors qu'il prenait place sur l'établi. Elle croisa les jambes lentement, un sourire sur les lèvres. « Ton entreprise de sécurité a des contrats gouvernementaux, des connexions, un accès privilégié. On ne se contente pas de te voler, John. On te prend toute ta vie. » Il ne laissa rien paraître, mais son esprit tournait à plein régime. Le puzzle prenait forme. Emily l'avait épousé pour avoir accès à son entreprise et à sa couverture. Mercé, lui, utilisait les deux, Emily pour ses liens avec John, et la société de John pour sa légitimité et son accès au réseau sécurisé. « Tu vas tout transférer à mon nom », poursuivit Emily. « Tes comptes, tes biens, ton entreprise. Ensuite, tu vas disparaître. Un tragique accident. »« Et tu penses que je vais coopérer ?» demanda John, la voix calme. Mercé esquissa un sourire froid, qui ne toucha pas ses yeux. C'est là que le détective Kane intervient. Kane avança, exhibant un badge et un dossier. « Nous avons suffisamment de preuves pour te relier à du trafic d'armes, Callaway. Tes empreintes digitales sur des armes utilisées dans 3 homicides. Ta signature sur des manifestes d'expédition de contrebande. C'est accablant. » « Des preuves fabriquées ?» répondit John d'un ton neutre. « Évidemment, » admit Kane avec un haussement d'épaule. « Mais elles suffisent. J'ai veillé à ça. » Emily s'accouda à Mercé, le regard posé sur John. « Alors, voici tes choix, tu signes tout, tu endosses les accusations et, peut-être, tu survis en prison. Ou, tu refuses, et tu meurs ici, maintenant. » John observa sa femme, ce monstre froid qui avait partagé son lit durant 5 ans. « Donc, tout ça. Notre mariage. C'était prévu dès le début ?» Une ombre passa sur le visage d'Emily. Une hésitation. Du regret ? Pas au départ, murmura-t-elle. Mais les opportunités se présentent. Et quand elle m'a rencontré, elle a compris qu'elle avait épousé le mauvais homme, ajouta Mercé en glissant une main sous le débardeur d'Emily. John regarda sa femme se fondre dans l'étreinte de Mercé, un spectacle conçu pour le blesser. Mais il s'était déjà détaché de la trahison. Maintenant, il calculait. Il observait.
Il planifiait. Maintenant, tu vas regarder pendant que de vrais hommes s'occupent de moi, susurra Émilie en se tournant vers Mercé, le chevauchant sur l'établi. Mercé l'attrapa brutalement, sa bouche attaquant son cou. Mais les yeux d'Émilie restaient fixés sur John, guettant une réaction. Il ne lui en donna aucune. Au lieu de ça, il scanna la pièce. Ce sous-sol était son domaine. Même menotté, même en infériorité numérique, il connaissait chaque centimètre de cet endroit. Son regard se posa sur une large caisse métallique dans un coin. Son coffre à armes personnalisé, conçu pour n'être connu que de lui. Émilie suivit son regard et sourit. « Oh oui, on a trouvé ta petite cachette. » Elle se leva, marcha jusqu'au coffre et fit glisser ses doigts sur le métal. « Et quand ils en auront fini avec moi, j'ai une petite surprise pour toi. » La mâchoire de John se serra. La seule arme qu'il gardait là-dedans, c'était son magnum sans mesure. Une arme trop voyante pour être portée au quotidien, mais trop fiable pour être écartée. Émilie revint vers Mercé, qui déboucla sa ceinture. Elle se mit à l'embrasser avec une avidité exagérée, ses mains s'affairant sur ses vêtements. Kane détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Je vais vérifier le périmètre, » marmonna-t-il en montant les escaliers. Les deux gardes restèrent à leur poste. L'un près des marches. L'autre, à la fenêtre du sous-sol. Tous deux armés. Tous deux concentrés sur John. Mais pas assez. Alors qu'Émilie et Mercé continuaient leur jeu, John sentit cette sensation familière s'installer en lui, le calme absolu du combat. Le monde se réduisit instantanément à 3 éléments essentiels, objectifs, obstacles et opportunités. Son pouce se déboîterait facilement, un vieux tour appris lors de son entraînement. La chaise était solidement fixée au sol, mais les menottes étaient du modèle standard. Les colliers de serrage, en revanche, seraient plus compliqués à gérer. Émilie et Mercé devenaient plus explicites, plus bruyants. Le garde près de la fenêtre se tortilla, mal à l'aise, son attention partagée. Celui près des escaliers, en revanche, restait concentré sur John, mais son attitude s'était détendue, légèrement. Un mouvement à la fenêtre du sous-sol attira le regard de John. Une ombre venait de passer furtivement à l'extérieur. Ezra. Son frère l'avait retrouvé. L'équation venait de changer. John hocha imperceptiblement la tête en direction de la fenêtre. L'ombre disparut. Émilie, quant à elle, continuait son spectacle sordide pour Mercé. Mais John, lui, était déjà ailleurs. Son esprit de marine reprit le contrôle, analysant chaque détail de la pièce, notant les failles, calculant les angles, mémorisant le rythme des déplacements des gardes. Il ne comptait pas seulement s'échapper. Il comptait tous les réduire en cendres. Il pensait l'avoir brisé, humilié. Il n'avait aucune idée de qui était vraiment John Calloway. Il ne pardonnait pas. Il n'oubliait pas. Et il ne perdait jamais. John attendit. Patient. Précis. L'instant devait être parfait. Émilie et Mercé étaient totalement absorbés l'un par l'autre. Les gardes, eux, avaient baissé leur vigilance, distraits à la fois par John et par le spectacle se déroulant sur l'établi. Le moment était venu. John contracta sa main droite, prit une inspiration et, d'un geste rapide et précis, déboîta son pouce. Une douleur fulgurante lui traversa le bras, mais des années d'entraînement l'avaient conditionné à ignorer ce genre de désagrément. Les menottes, auparavant serrées à l'extrême, lui laissèrent soudain un infime espace de manœuvre. Suffisant. Il glissa lentement sa main hors du métal, veillant à ne pas attirer l'attention. Ses poignets étaient en sang, mais cela n'avait plus d'importance. Son esprit s'était réduit à une seule mission, s'en sortir. Le garde près des escaliers, Miller, si John se fiait à la façon dont Mercé l'avait appelé plus tôt, se balançait d'un pied sur l'autre, visiblement las de son poste. L'autre garde, près de la fenêtre, vérifia rapidement son téléphone. John aperçut une nouvelle ombre passer dehors. Ezra était toujours là. Parfait. Émilie gémit bruyamment, cherchant à provoquer John, mais ni elle ni Mercé ne le regardaient plus. John glissa sa main libre derrière la chaise, cherchant les fixations. Il se souvenait d'un détail important, l'un des boulons était desserré.
Il l'avait remarqué des mois auparavant, mais n'avait jamais pris la peine de le signaler. Une petite négligence qui jouait en sa faveur aujourd'hui. Le timing devait être parfait. John attendit que Miller détourne la tête pour murmurer quelque chose à son collègue. À cet instant précis, il bondit. D'un mouvement fulgurant, il projeta la chaise en avant, toujours attachée à son bras gauche et à ses jambes. L'impact fut brutal. Miller n'eut même pas le temps de réagir. John enroula son bras autour du cou du garde et tourna sèchement. Un craquement sinistre résonna dans la cave. L'autre garde porta instinctivement la main à son arme. Mais John était déjà sur lui. Il fit pivoter violemment la chaise encore accrochée à son corps et l'abattit sur l'homme, le projetant en arrière. Le coup de feu partit, la balle se logea dans le plafond. Le bruit fit sursauter Emily et Mercer. Emily hurla. Mercer se jeta sur son pantalon, cherchant son arme. « Tuez-le » hurla Emily. « Juste tuez-le » John fracassa la chaise contre le mur, libérant enfin son bras gauche. Ses chevilles étaient toujours entravées, limitant ses mouvements, mais il réussit à attraper le couteau de Miller à sa ceinture. Le second garde, vacillant, retrouva son équilibre et leva à nouveau son arme. John lança le couteau. L'acier s'enfonça dans sa gorge avec une précision mortelle. L'homme tituba en arrière, porta les mains à sa blessure, et s'écroula. « Putain de merde !» s'étrangla Mercer, tremblant, son arme en main. John rampa jusqu'à l'armoire métallique du fond, se hissant à la seule force de ses bras, ses jambes toujours entravées. Il savait que Mercer allait tirer d'une seconde à l'autre. Il n'avait plus qu'une chance. « T'es mort, Callaway ?» beugla Mercer en pointant son flingue. « Tu m'entends ? Mort. » John tendit la main derrière le meuble, cherchant à tâtons un levier bien dissimulé. Un faux compartiment, camouflé derrière un coffre-fort qui n'était là que pour tromper les intrus. Ses doigts trouvèrent enfin la crosse froide de son magnum. Mercer tira. La balle éclata le bois du meuble, à quelques centimètres du crâne de John. Emily, paniquée, s'élança vers l'escalier. « Kane !» hurla-t-elle. Il s'est détaché. « Kane !» John se retourna, son arme enfin en main. Et il trancha les liens en plastique avec une lame de scie à proximité. Une jambe libérée, puis l'autre. Mercer tira à nouveau, mais le coup siffla dans le vide, son tir dévié par la panique qui troublait sa visée. « Tu ne peux pas me tuer chez moi », déclara John, sa voix froide et maîtrisée alors qu'il se tenait debout. « Regarde-moi faire !» cracha Mercer en ajustant son angle de tir. John plongea sur le côté au moment où Mercer ouvrit le feu une nouvelle fois. 3 tirs, rapides, précis, mais tous manquèrent leur cible. John roula derrière un établi, son souffle maîtrisé, ses muscles tendus. Des pas résonnèrent violemment en bas des escaliers. Le détective s'est apparu, arme au poing. « Il est derrière l'établi !» hurla Mercer. Kane fit feu à 2 reprises dans la direction de John. LVPD. À terre. John aurait presque ri face à l'absurdité de la situation, un flic corrompu qui hurlait des procédures officielles tout en essayant de l'abattre. Ce badge ne signifie pas grand-chose quand on est payé par un chef de gang, lança John en évaluant mentalement les angles et distances autour de lui. Tu n'as nulle part où fuir, Callaway, répliqua C en tentant de le prendre à revers. John attendit. Patient. Calculateur. Il aperçut enfin C dans son champ de vision et tira un seul coup, précis. La balle transperça l'épaule droite du détective, le faisant pivoter brutalement. C s'écrasa contre le mur, son arme glissant au sol. Espèce de... gronda Kane en pressant sa plaie qui se gorgeait de sang. Mercer reculait maintenant vers l'escalier, utilisant Emily comme bouclier. Ce n'est pas fini, lança-t-il. John prit de nouveau son arme en main, prêt à tirer, mais Mercer et Emily disparaissaient déjà dans l'escalier. C, vacillant, se lança à leur poursuite, laissant derrière lui une traînée rouge sur le mur. Demande du renfort, hurla-t-il en s'éloignant. Amenez tout le monde ici, tout de suite. John savait qu'il ne lui restait que quelques minutes, peut-être même quelques secondes,
avant que les hommes de Mercé ne déferlent dans la maison. Il réagit aussitôt, se dirigeant vers la petite fenêtre du sous-sol, celle qu'Ezra avait surveillée. Trop étroite pour un homme de sa carrure, mais c'était sa seule issue. Il fracassa la vitre avec la crosse de son arme, écarta les morceaux tranchants et commença à se faufiler à travers l'ouverture. Le verre brisé mordit sa peau, lacérant ses épaules et son dos, mais la douleur était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. L'air nocturne et frais frappa son visage tandis qu'il s'extirpait enfin, atterrissant souplement au sol en position de combat. « T'en as mis du temps », fit Ezra en surgissant de l'ombre, son fusil à la main. « J'allais entrer te chercher. » « J'avais la situation sous contrôle, » répondit John en scrutant les alentours. Aucune menace immédiate, mais les cris venant de l'intérieur de la maison se faisaient plus proches. « On doit bouger, tout de suite », ordonna Ezra en l'entraînant vers la lisière de la propriété. « J'ai une voiture planquée à 2 rues d'ici. » Alors qu'il progressait dans l'obscurité, restant bas et utilisant la végétation comme couverture, John entendit au loin le hurlement des sirènes. Kane a appelé ses amis ripoux, constata-t-il. « Comment tu m'as retrouvé ? » « J'ai traqué ton téléphone, » expliqua Ezra alors qu'il se faufilait entre les haies. « Quand il s'est éteint, j'ai compris qu'il t'avait emmené quelque part qu'il contrôlait. Ta maison était le choix logique. » Ils atteignirent la rue et se glissèrent entre les voitures garées, évitant les faisceaux lumineux des lampadaires. « Tu avais raison à propos d'Emily, » lâcha John d'un ton impassible. Ezra jeta un regard en biais à son frère. « J'aurais préféré me tromper. »« Je vais la tuer, » déclara John d'un ton froid. « Elle, Mercé, Kane, tous. » Ezra ne broncha pas. « Je m'en doutais. C'est pour ça que je me suis préparé. » Il conduisit John jusqu'à une berline discrète, garée entre 2 véhicules plus imposants. « Monte. On doit disparaître. » Alors qu'il s'éloignait, John observa dans le rétroviseur sa maison rapetissée. Les gyrophares de la police illuminaient déjà la façade. Il ne ressentit rien en la voyant s'effacer dans le passé. La guerre ne faisait que commencer. L'aube se leva sur un entrepôt abandonné, en périphérie de la ville. John, assis sur une caisse métallique, nettoyait son magnum tandis qu'Ezra désinfectait les plaies lacérant son dos. Certaines nécessitent des points de suture, annonça Ezra en pressant un antiseptique sur une plaie plus profonde. Fais ce que tu peux, répliqua John sans lever les yeux de son arme. On n'a pas le temps d'aller à l'hôpital. Je m'en doutais. Ezra sortit un kit de suture de son sac tactique. Ça va faire mal. Fais-le. Tandis qu'Ezra recousait méthodiquement les plaies, John passait mentalement en revue leur situation. Leur arsenal était limité, son magnum, le fusil d'Ezra, 2 armes de poing et ce que contenait le sac de secours préparé par son frère. Insuffisant pour affronter l'organisation de Mercé. On a besoin de renforts, déclara John. Ezra noua le dernier point de suture avant d'indiquer du menton un ordinateur portable posé sur une table voisine. J'ai déjà passé des appels pendant que t'étais inconscient. John haussa un sourcil. Je n'étais pas inconscient. Tu étais dans le coma, frérot. Quoi qu'il t'ait injecté, ça t'a mis KO dès que l'adrénaline est retombée. John serra la mâchoire. Encore une dette à régler. Qui as-tu contacté? Adriana Wolf. John hocha lentement la tête. Adriana était une ancienne hackeuse de la NSA, disparue des radars après un différend avec ses supérieurs sur des questions de droit constitutionnel. Elle l'avait déjà aidé à plusieurs reprises pour des missions nécessitant un génie du numérique. Tu penses qu'elle viendra? Ezra acheva son travail et répondit avec un léger sourire. Elle est déjà en train de bosser. Elle sera là avant midi. John se leva et testa sa mobilité. Son pouce était enflé, et son dos le brûlait, mais il pouvait encore fonctionner. On doit reprendre l'avantage. À cette heure, Ken a sûrement déjà déposé des rapports me désignant comme l'agresseur, prétendant que je l'ai attaqué lors d'une visite de routine de la police. C'est déjà dans les infos, confirma Ezra en pointant du doigt une télévision en sourdine dans un coin de la pièce. Sur l'écran, la photo d'identité militaire de John s'affichait à côté d'images de policiers devant chez lui. Il te qualifie d'armé et dangereux. John arma son magnum, impassible.
Sur ce point, ils ont raison. Le téléphone d'Ezra vibra. Il le consulta rapidement avant de lever les yeux vers John. Adrienne est là. Quelques instants plus tard, la porte latérale de l'entrepôt s'ouvrit et Adrienne Wolf entra. Grande, les cheveux noirs coupés courts, son regard alerte ne laissait rien passer. Une imposante sacoche pendait à son épaule, et un pistolet était bien visible à sa hanche. « T'as une sale tête, Callaway », lança-t-elle en guise de salut. « Ravi de te voir aussi, Adrienne. » Elle posa son sac, en sortit plusieurs ordinateurs portables et des disques durs. « J'ai commencé à creuser dès qu'Ezra m'a appelé. »« Ta femme a été occupée », ajouta-t-elle. « Ex-femme », corrigea John froidement. Adrienne hocha la tête. « Bientôt, ce sera « défunte femme », j'imagine. Tu me connais trop bien. » D'un geste fluide, elle installa une station de travail portable. « J'ai besoin d'électricité. » Ezra désigna un générateur dans le coin. « C'est couvert. » John s'approcha pendant qu'elle connectait ses câbles. « Qu'est-ce que t'as trouvé ? » De quoi les enterrer pour plusieurs vies. Les doigts d'Adrienne volaient sur le clavier, affichant des documents et des relevés financiers sur plusieurs écrans. Ton ex-femme blanchit de l'argent via son entreprise d'événementiel depuis des années. Mais ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Concentre-toi sur ses activités récentes, ordonna John. Très bien. Elle fit défiler une série de transactions. Ce dernier mois, elle a transféré plus de 2 millions de dollars de vos comptes joints vers des holdings offshore. Elle pivota vers un autre écran. Et ce n'est pas tout. Elle a collecté des informations sur tous tes contrats de sécurité, nom des clients, code d'accès, planning des patrouilles. John serra la mâchoire. Elle vend mes clients à merci. C'est pire que ça. L'expression d'Adrienne se durcit. Il y a aussi une police d'assurance vie sur toi. 5 millions de dollars. Souscrite il y a 6 mois. Laisse-moi deviner, intervint Ezra. Émilie est l'unique bénéficiaire, confirma Adrienne. Elle planta son regard dans celui de John. Ils ont planifié ça depuis longtemps. Ce n'est pas juste une affaire. Ils allaient te faire disparaître et tout prendre, ton argent, ton entreprise, tes clients. Et ils peuvent encore y parvenir, avertit Ezra. Ken a des ressources. Ils vont te traquer. John encaissa l'information en silence. Et Mercé ? Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Adrienne ouvrit un autre dossier. Dicon Mercé. Ancien homme de main du cartel Jarret. Il a bâti son empire nocturne avec l'argent de la drogue. Maintenant, il s'est diversifié, trafic d'êtres humains, contrebande d'armes, chantage sur des officiels, y compris Ken. Ken ne se fait pas juste corrompre, devina John. Non. C'est un partenaire volontaire. Il touche une part de chaque opération, fournit une protection policière, prévient Mercé des descentes, efface les preuves. John marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville au loin. Donc, ils sont infiltrés dans la police, ont des ressources et savent disparaître si besoin. Oui, confirma Adrienne. Mais ils ont aussi des failles. John se retourna. Lesquelles ? Un sourire effleura les lèvres d'Adrienne. Mercé garde des dossiers. Son assurance. Il consigne chaque crime, chaque pot de vin, chaque officiel corrompu. C'est sa garantie en cas de trahison. Où sont ces dossiers ? Cryptés. Stockés à plusieurs endroits. Mais... Elle tapa rapidement sur son clavier. Je suis déjà dans son réseau. Donne-moi 24 heures, et j'aurai tout. On n'a pas 24 heures, trancha John. Ils vont bouger, effacer leurs traces. Ils n'ont pas besoin de rester en place, répliqua Adrienne avec assurance. Ils ont juste besoin de rester connectés. Et ils le feront. Toute leur opération repose sur leur infrastructure numérique. John hocha la tête. Parfait. Pendant que tu travailles là-dessus, Ezra et moi allons rassembler du matériel. On aura besoin d'armes, de véhicules, de planques. J'ai déjà sécurisé 2 planques, annonça Ezra. Et j'ai fait jouer quelques contacts pour du matos.
John fixa son frère. Combien d'hommes tu peux mobiliser? Des gars en qui tu as vraiment confiance. Ezra réfléchit. 3, peut-être 4, d'anciens de notre unité. Ils nous doivent des services. Appelle-les. Dis-leur que c'est un contrat privé. Triple leur tarif habituel. Ezra acquiesça. C'est quoi le plan, JN? John jeta un regard à Ezra, puis à Adrienne. D'abord, on disparaît. On leur fait croire qu'ils ont gagné. Il marqua une pause. Puis, on les frappe là où ça fait mal, leur argent, leurs opérations, leur réputation. Et ensuite, demanda Adrienne, même si elle connaissait déjà la réponse. John attrapa son arme et vérifia son chargeur. Ensuite, je les tue tous. Il leva les yeux vers elle. En commençant par Mercé. Adrienne et Ezra échangèrent un regard. Mais aucun des deux ne protesta. Ils avaient assez vu du monde pour savoir que certaines personnes ne méritaient aucune pitié. Il y a autre chose, reprit Adrienne. Son ton s'assombrit. Ce n'est pas juste une question d'Émilie et Mercé. Elle afficha un dernier dossier. D'après ce que je vois, il prépare quelque chose de plus gros. Quelque chose qui implique les contrats gouvernementaux de ta société de sécurité. Quel genre de « quelque chose » demanda John. Je ne sais pas encore. Elle montra une série d'échanges cryptés. Mais il y a des communications avec des acheteurs étrangers. Des références à des dates d'expédition. Des codes d'accès à des installations sécurisées. John se tendit. Ils vendent des informations classifiées, ou pire. Exactement, confirma Adrienne. Ce n'est pas juste une trahison ou une arnaque financière. Ils allaient te faire disparaître. Et prendre tout. John serra les poings. Alors, on va devoir les éliminer en premier. 3 jours passèrent dans un tourbillon de préparatifs. John ne dormait presque pas. Son esprit analysait chaque scénario, chaque angle d'attaque, chaque plan de secours. Chaque seconde où Émilie et Mercé restaient libres leur permettait d'effacer les preuves. Dans la seconde planque, une propriété oubliée appartenant à l'une des sociétés écrans de John, Adrienne avait installé un centre de commandement. Les murs étaient couverts de photos de surveillance, de cartes et de plans et révélations. Des schémas complexes de réseau s'affichaient sur l'écran. Le suivi des opérations de Mercé révélait du mouvement. On a du nouveau, annonça Ezra en pénétrant dans la salle de planification. C'était en conférence de presse. Ils disent que tu as fui le pays. John leva à peine les yeux de son fusil de précision qu'il nettoyait méthodiquement. Ils ont mordu à l'hameçon. La veille, ils avaient soigneusement diffusé de fausses informations à travers des canaux surveillés par Kane. Une fausse piste menant à Mexico, suivie de réservations de vols internationaux sous le nom de John à destination de plusieurs villes européennes. Ezra lança un journal sur la table, un sourire en coin. Ça devient encore plus intéressant. Ils te décrivent comme un mari jaloux, qui a agressé un policier et un homme d'affaires innocent après avoir découvert la liaison de ta femme. John haussa les épaules, impassible. Qu'ils brodent leur histoire. Ça les maintient concentrés sur une menace censée être à des milliers de kilomètres d'ici. Adriana entra, une tablette à la main, le regard plus vif qu'il ne l'avait été depuis des jours. J'ai quelque chose. Elle posa la tablette sur la table, l'écran affichant des dossiers sensibles. J'ai craqué le serveur principal de Mercé. Tout est là, transactions, dossiers de chantage, clients liés au trafic humain. John se redressa, son regard durcissant. Des noms? Tous. Acquiesça Adriana. Y compris plusieurs hauts fonctionnaires fédéraux qu'on pensait intègres. John hocha la tête. Fais des copies. Cache-les en plusieurs endroits sécurisés. C'est déjà fait. Elle fit défiler l'écran, révélant un diagramme complexe. J'ai aussi trouvé leurs prochaines opérations. Une cargaison arrive demain soir. Quoi comme cargaison? Demanda John. Des armes, et des filles. Un silence pesant s'installa. D'après les communications interceptées, quai 17. Minuit. John se tourna vers Ezra. Préviens tes hommes.
On va frapper cette cargaison. Ezra hocha la tête. Et après? Après, on envoie les preuves au FBI. Déclara John. Pas au bureau local, ils sont compromis. On passe directement par le directeur adjoint à Washington. Adriana fronça les sourcils. Tu fais confiance aux fédéraux? John esquissa un sourire froid. Je leur fais confiance pour semer le chaos dans l'organisation de Mercer. On n'a pas besoin qu'ils règlent le problème, juste qu'ils exercent assez de pression pendant qu'on prépare notre véritable attaque. Adriana eut un sourire en coin. J'aime ta façon de penser, Callaway. Ezra s'éclaircit la gorge. Et Emily? John se figea. Elle n'a pas été vue en public depuis cette nuit-là. Le regard d'Adriana s'assombrit. Elle est avec Mercer. Cachée dans son pantouse. Les images de surveillance que j'ai récupérées le confirment. Elle fit défiler plusieurs clichés sur sa tablette. Regarde son langage corporel. Elle est recroquevillée, elle surveille constamment ses arrières. Elle a peur. John observa les images d'un regard froid. Elle devrait avoir peur. Adriana scruta son expression. Tu veux qu'elle souffre, n'est-ce pas? Je veux qu'elle comprenne exactement ce qu'elle a fait. Qui elle a trahi. Sa voix était calme, mais chargée d'une menace glaciale. Ezra échangea un regard avec Adriana avant de vérifier l'heure. Mes contacts arrivent dans 1 heure avec le reste de l'équipement. On doit finaliser l'opération pour le quai. Alors qu'ils se regroupaient autour de la carte tactique, le téléphone de John vibra. Un message anonyme. Assignation émise pour tes relevés bancaires. Kane accélère le mouvement. John montra le message aux autres. Il est temps de compliquer leur travail. Adriana comprit immédiatement. Je peux publier une première salve de preuves. Pas tout, juste assez pour capter l'attention du FBI. John acquiesça. Fais-le. Et assure-toi que le nom de Kane apparaisse bien en évidence. Moins d'1 heure plus tard, Adriana avait transmis anonymement des preuves de corruption policière au siège du FBI et à certains journalistes réputés intègres. En début de soirée, les premières nouvelles tombaient. Ezra lut une alerte sur son téléphone. Un détective sous enquête pour lien avec une organisation criminelle. Il sourit. Ça n'a pas traîné. Adriana hocha la tête. Kane va paniquer. Ça le met en position de faiblesse vis-à-vis de ses supérieurs. John esquissa un sourire dur. Parfait. S'il panique, il va mettre la pression sur Mercer. Et lorsque Mercer sentira la pression monter, il commettra des erreurs. Ezra, fini le travail, dit John en hochant la tête. Tout s'était déroulé exactement comme prévu lors de l'opération au quai 17. L'équipe de John et Ezra avait intercepté la cargaison, libéré les femmes victimes de trafic et rassemblé suffisamment de preuves pour enterrer Mercer 10 fois. Ils avaient laissé un tuyau anonyme à une cellule fédérale opérant indépendamment de la police locale, s'assurant ainsi que la scène serait découverte avant que les hommes de Mercer ne puissent la nettoyer. Au matin, les journaux faisaient état d'un coup majeur porté à un réseau de traite d'êtres humains, avec des liens possibles à la corruption au sein du département de police. Le nom de Kane n'était pas mentionné, mais l'implication était claire pour quiconque y prêtait attention. Dans l'ombre, Adriana surveillait les communications alors que la tempête se propageait dans l'organisation de Mercer. Kane harcèle Mercer au téléphone, rapporta-t-elle en écoutant les appels interceptés. Il panique. Il lui ordonne de régler ce désastre avant que les fédéraux ne connectent les points. Et Mercer, demanda John. Il est en train de perdre pied. Il a donné l'ordre à ses hommes de te retrouver à tout prix. Il pense que tu es derrière tout ça. Il a raison, répondit John simplement. Adriana poursuivit, son expression devenant plus grave. Il y a autre chose. La situation d'Emily se détériore. Mercer la traite désormais comme un atout dont l'utilité a pris fin. Lors de leur dernier échange, il lui a dit qu'elle faisait désormais partie du problème, pas de la solution. John ne montra aucun signe de compassion. Elle a fait son choix. Elle parle de s'enfuir, ajouta Adriana. Avec l'argent qu'elle t'a volé. Elle n'ira pas loin, déclara John avec une certitude absolue.
Ezra s'approcha, un téléphone satellite à la main. Notre source au bâtiment fédéral confirme que le FBI a ouvert une enquête officielle sur Kane et Mercer. Ils sont en train de sécuriser des mandats. Parfait timing, approuva John. Adriana, il est temps de passer à la phase 2. Adriana hocha la tête et tendit un téléphone jetable à John, un appareil intraçable à usage unique. Il le prit, tapa un message court à destination du numéro personnel d'Emily. Tu as choisi le mauvais camp, EM. Sans attendre, il envoya le message et écrasa le téléphone sous sa botte. Elle saura que c'est toi, observa Ezra. C'est le but, répondit John. Maintenant, on attend. Les caméras de surveillance captèrent la réaction d'Emily lorsqu'elle reçut le message. Elle était seule dans le penthouse de Mercer, marchant nerveusement de long en large. Lorsqu'elle entendit son téléphone vibrer, elle sursauta, fixa l'écran, et devint livide. Elle tenta d'appeler quelqu'un, sans doute Mercer, mais tomba sur un silence radio. Elle a peur, nota Adriana en scrutant l'écran. Elle est piégée, corrigea John. Elle m'a trahi, et maintenant, Mercer l'a trahi à son tour. Elle n'a plus nulle part où aller. Quelle est la suite, demanda Ezra. John consulta sa montre. On attend que Mercer fasse son erreur inévitable. Quand les murs se refermeront sur lui, il tentera de fuir. Son regard se leva vers les écrans de surveillance affichant les différentes propriétés de Mercer. Et quand il le fera, on sera prêt. Un bip sonore retentit depuis l'ordinateur d'Adriana. Mouvement au club de Mercer. Il vide la salle forte. On dirait qu'il prépare sa fuite. John hocha la tête, son expression restant impassible. Préviens tes contacts à l'aéroport. Il se dirigera vers son jet privé une fois qu'il aura ce qu'il lui faut. Et Emily, demanda Ezra. Elle ira avec lui, répondit John avec certitude. Elle n'a plus d'autre option. Ezra acquiesça sombrement. Alors, on termine ça demain. Oui, confirma John en vérifiant ses armes. Demain, ils paient pour leur trahison. L'aube se leva sur l'aérodrome privé en périphérie de la ville. Sur le tarmac, un élégant Gulfstream G650 attendait, moteur déjà en chauffe. Le plan de vol déposé indiquait une destination pratique, Los Cabos, une juridiction aux politiques d'extradition limitée. John, posté à 300 mètres dans un hangar abandonné, observait la scène à travers la lunette de son fusil. Sur le toit d'un bâtiment de maintenance, Ezra était déjà en position, son sniper braqué sur l'entrée principale. Statut, demanda John dans son communicateur. 6 cibles visibles, rapporta Ezra. 4 gardes de sécurité en périphérie, 2 membres d'équipage près de l'appareil. Nos cibles principales ne sont pas encore là. La voix d'Adriana s'éleva dans leurs oreillettes. Le convoi de Mercer vient de passer la grille principale. 3 véhicules. Emily est confirmée dans le deuxième SUV avec Mercer. John ajusta sa lunette, se concentrant sur les véhicules approchant. Combien en tout? 8 hommes armés en plus des 2 cibles, répondit Adriana depuis sa fourgonnette de surveillance. Des nouvelles du FBI, demanda Ezra. Ils ont reçu notre dossier de preuve. Les mandats sont en train d'être exécutés dans toute la ville. Mais ils ne seront pas là avant 30 minutes, minimum. On aura fini d'ici là, déclara John. Le convoi de SUV noir se gara devant le terminal privé. La sécurité se mobilisa immédiatement, formant un périmètre autour du second véhicule. À travers sa lunette, John vit Deacon Mercer émerger en premier, le visage crispé, scrutant nerveusement les alentours. Puis Emily descendit à son tour, agrippant un sac de créateur probablement rempli de l'argent liquide qu'elle comptait utiliser pour fuir. Et les objets de valeur qu'elle avait réussi à attraper avant de fuir. Ils avançaient rapidement. Ils bougent vite, observa Ezra. Mercer a l'air nerveux, ajouta-t-il. Il devrait l'être, répondit John. Adriana, active la phase 1. Bien reçu, répondit Adriana. Quelques secondes plus tard, les lumières périmétriques autour de l'aérodrome s'éteignirent. Le système de sécurité allait suivre, puis les communications. John observa la confusion se répandre parmi les hommes de Mercer.
ils attrapèrent leur radio uniquement pour entendre du bruit blanc. Le pilote sortit de l'avion, gesticulant vivement en direction de Mersey. « Il y a un problème avec la tour de contrôle », rapporta Adriana, écoutant les échanges radio interceptés. « Il retarde tous les départs. »« Parfait, » dit John. Ezra, à mon signal, élimine les 4 gardes du périmètre. Intervalle de 3 secondes, en commençant par la position A. Reçu, répondit Ezra en ajustant sa visée. John passa sur un autre canal radio. Équipe 2, préparez-vous à neutraliser les véhicules. 3 anciens marines recrutés par Ezra accusèrent réception. Ils étaient positionnés près de l'entrée du terminal, prêts à couper toute retraite vers les véhicules. Exécution, ordonna John. À travers sa lunette, il vit le premier garde s'effondrer silencieusement, abattu d'un tir précis du fusil d'Ezra. 3 secondes plus tard, le deuxième tomba. Le schéma se répéta jusqu'à ce que les 4 sentinelles extérieures soient éliminés. Les hommes de Mersey réalisèrent enfin que quelque chose clochait. Armes dégainées, ils se regroupèrent autour de leur patron. En position 2, annonça John en épaulant son fusil et en dégainant son magnum. Il quitta le hangar par une porte latérale, se faufilant entre les véhicules de service pour s'approcher du terminal. La voix stridente d'Emily retentit sur le tarmac, empreinte de panique. « Que se passe-t-il? Pourquoi ne montons-nous pas à bord ?»« Tais-toi » cracha Mersey. « Jackson, prépare l'avion pour un décollage immédiat. Passe outre la tour si nécessaire. » L'un des hommes de Mersey courut vers l'appareil, avant de s'écrouler brusquement, un tir d'Ezra résonnant depuis le toit. « On est attaqué » hurla un garde, poussant Mersey vers le terminal. C'est à ce moment-là que l'équipe de John, postée près des véhicules, frappa. Fusils automatiques en main, ils émergèrent, coupant toute retraite. « À terre, tout le monde » crièrent-ils. Mais les hommes de Mersey ripostèrent aussitôt. Le chaos explosa sur le tarmac. Mersey attrapa Emily et la traîna derrière un camion-citerne, s'en servant comme bouclier partiel tout en tentant de couvrir plusieurs angles à la fois. John avançait méthodiquement dans l'ombre, ses gestes précis, calculés. Il ne se précipitait pas. Ce n'était pas la rage qui le guidait. Seulement une concentration froide et implacable. Un cri perçant d'Emily retentit lorsqu'une balle perdue frappa le camion au-dessus de sa tête. « Fais quelque chose » hurla-t-elle à Mersey. « Tes hommes se font massacrer. »« Ils font leur boulot » grogna Mersey. « Où est qu'un avec les renforts ?» John arriva à hauteur du camion-citerne. Il pouvait entendre leur respiration haletante juste derrière. Mersey pestait dans son téléphone, mais aucun signal ne passait. « C'est lui, n'est-ce pas ?» demanda Emily d'une voix tremblante. « C'est John. »« Ton mari psychopathe est censé être en Europe » siffla Mersey. « Ex-mari » corrigea automatiquement Emily. « Je t'avais prévenu qu'il n'était pas normal. Je t'avais dit de quoi il était capable. »« Tais-toi et laisse-moi réfléchir » coupa Mersey. John tourna autour du camion, magnum levé. Temps de réflexion terminé, Mersey. Emily et Mersey se figèrent. Le visage d'Emily se vida de toutes couleurs, tandis que la main de Mersey glissa lentement vers son arme. « Je ne ferai pas ça » avertit John, d'un calme mortel. La main de Mersey s'immobilisa. Ses yeux balayèrent rapidement les alentours, cherchant une échappatoire ou du renfort. Il ne trouva ni l'un ni l'autre. Il força un sourire qui ne monta pas jusqu'à ses yeux. « Callaway. Je dois admettre que je suis impressionné. Tu étais censé être en route pour Barcelone à cette heure-ci. » « Fausse information, » répondit John. « Quelque chose que tu devrais connaître, non ?» Emily fit un pas en avant, les mains levées dans un geste d'apaisement. « John, s'il te plaît. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. »« Oh, je comprends parfaitement, » la coupa-t-il, son regard toujours rivé sur Mersey. « Tu m'as épousé pour avoir un accès. Pour la couverture. Tu t'es servi de moi pour légitimer ces opérations. Et quand tu as eu ce que tu voulais, tu as prévu de me faire éliminer. »« Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, » insista Emily, la panique perçant dans sa voix. « Au début, c'était réel. Je t'ai aimé.
Jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un avec plus de pouvoir, acheva John. Mercé éclata d'un rire mauvais. Tu sais ce que veulent les femmes comme elle, Callaway? Le lion le plus fort de la meute. C'était moi. Pas toi. Le silence retomba sur le tarmac. Au loin, des sirènes approchaient. La voix d'Ezra résonna dans l'oreillette de John. Tous les hostiles neutralisés. Intervention des forces de l'ordre dans environ 8 minutes. John garda son regard impassible sur Mercé. Emily ne t'a jamais été loyale, déclara-t-il. Elle était loyale à ce que tu représentais. Pouvoir. Argent. Statut. Le jour où tu disparaîtras, elle trouvera quelqu'un d'autre. Tu crois que je ne le sais pas, ricana Mercé. Les femmes comme elles sont interchangeables. Utiles pour les affaires. Utiles au lit. Mais jetables. Le visage d'Emily se tourna brusquement vers lui, choqué. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mercé l'ignora, ses yeux toujours fixés sur John et l'arme pointée sur lui. Soyons réalistes, Callaway. Tu me tues. Qu'est-ce que ça t'apporte? La vengeance? Et ensuite? Tu passes le reste de ta vie en prison? Qui a parlé de prison? Demanda John, son doigt toujours fermement posé sur la détente. Mercé perdit légèrement de sa superbe. Il attrapa soudainement Emily et la tira violemment devant lui, s'en servant comme bouclier humain. Reculez, ou elle meurt la première. Emily se débattit dans son étreinte. Dis con. Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, siffla-t-il, pressant le canon de son arme contre sa tempe. Puis, à l'attention de John, il ricana. Tu crois que ça me touche? Elle n'est qu'un pion pour moi. Emily se figea. La vérité de sa situation lui apparut avec une clarté glaçante. Tout son corps se raidit alors qu'elle réalisait l'évidence, elle n'avait jamais eu le contrôle. Ni sur Mercé. Ni sur John. Pas même sur son propre destin. John? Murmura-t-elle, son regard suppliant. Je suis désolé. L'expression de John resta impassible. Moi aussi. Sans la moindre hésitation, il leva son arme et tira. La balle frôla la tête d'Emily, effleurant ses cheveux avant d'atteindre Mercé en plein front. Un tir parfait. L'étreinte de Mercé se relâcha immédiatement. Son corps s'effondra sur le sol, mort avant même de toucher le tarmac. Emily tomba à genoux à côté du cadavre, tremblante, le regard fixé sur le sang éclaboussé sur ses vêtements de luxe. Son masque soigneusement entretenu venait de voler en éclats. Elle leva les yeux vers John, des larmes ruisselant sur ses joues. « John, je l'ai fait par amour pour toi. » Même elle n'y croyait pas. John la regarda sans émotion, son regard glacial. « On ne trahit pas les gens qu'on aime. » Emily tendit une main vers lui, désespérée. « S'il te plaît, John. On peut tout recommencer. J'ai de l'argent. On peut disparaître ensemble. Il n'y a pas de « nous », Emily. Il n'y en a jamais eu. Elle se redressa, l'effroi laissant place à une panique pure. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a des années, » répondit John. « Faire confiance à mon instinct. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent alors que l'ampleur de ce qui allait se produire la frappait. « Non, John. Je t'en prie. » Un coup de feu claqua dans la nuit. Emily s'effondra, une petite balle logée en plein centre de sa poitrine. Ses yeux restèrent ouverts, figés dans un mélange de stupeur et de résignation. John remit son arme dans son holster au moment où Ezra s'approchait, son fusil en bandoulière. « Les flics seront là dans 3 minutes, » rapporta Ezra après un rapide coup d'œil au cadavre. « On doit bouger. »« Pas encore, » répliqua John. « Il y a quelque chose à vérifier à la maison. »« La boîte métallique ?» demanda Ezra. John hocha la tête. C'était suffisamment important pour qu'Emily essaie de s'en servir comme monnaie d'échange. Je veux savoir ce qu'elle contenait. Adriana peut nous récupérer sur la route de service, indiqua Ezra en commençant déjà à se diriger vers leur point d'extraction. Mais il va falloir faire vite. John ne jeta pas un seul regard en arrière. Ni à la femme qu'il avait trahie.
ni à l'homme qui l'avait aidé. Dans son esprit, la justice avait été rendue. Pas celle des tribunaux. Pas celle des lois. Mais celle, plus ancienne, des conséquences. Le trajet vers la maison se fit dans un silence tendu, ponctué seulement par les échanges radio des forces de l'ordre. Partout en ville, des unités convergeaient sur plusieurs scènes de crime, l'aérodrome, le club de Mercé, ses nombreuses propriétés. Le FBI avait agi plus vite que prévu, lançant des raids simultanés grâce aux informations fournies par Adriana. Ils ont trouvé des victimes de trafic dans l'entrepôt, annonça Adriana en manœuvrant à travers les rues secondaires pour éviter les points de contrôle. 32 filles. Certaines n'avaient que 14 ans. Mercé comptait les expédier demain. John ne répondit rien. Son esprit était entièrement focalisé sur leur objectif final. La maison sera surveillée, rappela Ezra. Mais avec tout ce bordel, les flics sont dispersés. On aura 10 minutes, pas plus. 10 minutes, c'est suffisant, affirma John. Adriana gara la voiture à 2 rues de là. Je garde le moteur allumé. John et Ezra se faufilèrent dans l'ombre entre les maisons, contournant la propriété de John par l'arrière. La maison était plongée dans le noir, des bandes de scellés visibles sur la porte d'entrée depuis l'enquête initiale, quelques jours plus tôt. Même point d'entrée que la dernière fois, murmura Ezra, désignant la fenêtre du sous-sol. Non, répondit John. Ils l'auront condamné. On passe par le tunnel du garage. Ils se dirigèrent vers un cabanon en apparence ordinaire, situé à l'extrémité du terrain. John entra un code sur un panneau dissimulé, révélant un passage étroit menant directement au garage. Paranoïaque, hein, fit remarquer Ezra avec un sourire en coin. Ce n'est pas de la paranoïa si on essaie réellement de te tuer, répondit John. Le tunnel débouchait dans le garage, relié au reste de la maison. Ils progressèrent rapidement à travers les pièces vides, armes prêtes, bien qu'ils ne s'attendaient pas à rencontrer de résistance. La boîte est toujours au sous-sol. John hocha la tête. Quoi qu'il y ait dedans, Emily voulait que je la voie. Une fois qu'ils en auraient fini avec moi. Le sous-sol paraissait différent sous l'éclairage tamisé des lampes de secours. Des taches de sang marquaient encore le sol, vestiges du combat d'il y a quelques jours. La chaise à laquelle John avait été attaché gisait en morceaux. Et dans un coin, l'objet de leur quête. Une grande boîte métallique. Couvre l'entrée, ordonna John à Ezra. Il s'avança vers la boîte. Elle faisait environ 1,20 m de haut et un coffre de 90 cm de large, assez grand pour contenir des armes, des documents ou toute autre contrebande. La serrure était électronique, nécessitant une combinaison. John s'agenouilla à côté, examinant le clavier. Il tenta d'abord l'anniversaire d'Emily, puis leur anniversaire de mariage. Échec les 2 fois. Et c'est le jour où tu l'as rencontré, suggéra Ezra en gardant les yeux fixés sur l'escalier. John entra les chiffres. 14 juillet 2017. Un déclic retentit. Certaines choses, ça ne s'oublie pas, murmura John en tirant la lourde porte. Ce qu'il vit à l'intérieur le figea sur place. Recroquevillée en position fétale, bâillonnée et attachée, une adolescente aux yeux terrifiés le fixait, suppliant silencieusement. Bon sang. John inspira brusquement, puis tendit la main pour lui retirer le bâillon. Tu es blessé ? La jeune fille sursauta et se recula autant que possible contre la paroi du coffre. Je ne vais pas te faire de mal, assura John en adoptant des gestes lents et mesurés. Je suis là pour t'aider. Derrière lui, Ezra s'approcha, choqué. C'est une des victimes du réseau de Mercé ? John acquiesça sombrement tout en tranchant délicatement les liens qui maintenaient ses poignets et ses chevilles. Je parie qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, ou qu'elle a tenté de s'enfuir. Ils l'ont enfermée ici pour la punir. Elle ne devait pas avoir plus de 16 ans. Son visage et ses bras étaient marqués d'hématomes, sa peau était sèche, ses lèvres gercées. Depuis combien de temps es-tu là ? Demanda John d'une voix douce. 3 jours, murmura-t-elle d'une voix rauque. Ils ont dit qu'ils reviendraient, mais personne n'est venu. La mâchoire de John se contracta. Comment t'appelles-tu ? Mia. Elle tremblait encore. D'accord, Mia.
Moi, c'est John, et voici Ezra. On va te sortir de là, mais il faut qu'on bouge rapidement. Tu peux marcher? Elle hocha la tête avec incertitude. John, l'alerta Ezra, le regard fixé sur la rue. On a des phares en approche. Il faut partir. John passa un bras autour de Mia pour l'aider à se lever. Ses jambes vacillèrent sous son poids, mais il la soutint fermement. On t'emmène dans un endroit sûr. Mercé ne pourra plus jamais te faire de mal. Elle releva les yeux vers lui, mélange d'espoir et de crainte dans le regard. Il est mort? John laissa planer une seconde de silence avant de répondre simplement. Oui. Son empire était en train de s'effondrer, pierre par pierre. Ils progressèrent prudemment à travers la maison. En atteignant le garage, des gyrophares rouges et bleus illuminèrent les fenêtres. La police installe un périmètre, annonça Ezra. Le tunnel est notre seule issue. Et elle retrouva enfin sa famille. Ils s'étaient réfugiés dans cette propriété, l'une des nombreuses planques que John avait mises en place au fil des ans, des endroits si secrets que même Emily n'en avait jamais entendu parler. Adrienne part aujourd'hui, annonça Ezra. Elle veut atteindre la côte ouest avant l'arrivée de l'hiver. JN hocha la tête. Leur allié, experte en piratage informatique, était resté juste assez longtemps pour s'assurer que leurs nouvelles identités étaient parfaitement sécurisées avant de reprendre la route. Il l'avait généreusement payé pour ses services, mais sa véritable récompense, c'était la satisfaction d'avoir contribué à démanteler un empire criminel. « Et toi ?» demanda John. « Tu restes dans les parages ?» Ezra sirota son café en silence, réfléchissant. « Je n'ai nulle part où aller. » Les conséquences de leur opération avaient dépassé toutes leurs attentes. Les preuves qu'ils avaient divulguées avaient déclenché une série d'enquêtes à travers plusieurs États, entraînant non seulement la chute de l'organisation de Mercé, mais aussi celle de plusieurs réseaux criminels associés. Quant à leur propre implication, un mystère complet. Aucun témoin en vie pour les identifier. Aucune trace numérique, effacée avec une précision chirurgicale par Adriana. Ils étaient devenus des fantômes. Le directeur du FBI tient une conférence de presse aujourd'hui, annonça Ezra. Il s'attribue tout le mérite du plus grand démantèlement d'un réseau de trafic humain de l'histoire de l'État. Qu'ils prennent les honneurs, répliqua John. Ce qui compte, ce sont les résultats. Ils restèrent silencieux un moment, observant un aigle tournoyer au-dessus du lac. Puis Ezra se tourna vers lui, s'appuyant contre la rambarde du porche. Et maintenant? C'était la question qui hantait John depuis cette nuit sur l'aérodrome. Emily et Mercé étaient partis. Son ancienne vie? Réduite en cendres. Que lui restait-il? Quelle cause pouvait encore le faire avancer? La réponse lui était venue alors qu'il veillait sur Mia à l'hôpital. Il avait vu le soulagement dans ses yeux, mais aussi la peur persistante. Il avait compris à quel point la frontière entre victime et survivant était fragile. Il se tourna vers son frère, un léger sourire flottant au coin des lèvres. On construit quelque chose de mieux. Mieux que quoi? Demanda Ezra en arquant un sourcil. Mieux que ce qu'on avait. Mieux que ce qu'ils ont détruit. John fit un signe de tête vers l'ordinateur portable posé sur la table à l'intérieur. J'ai examiné les dossiers qu'Adriana a récupérés. Mercé n'était pas le seul à gérer des réseaux de trafic. Il y en a d'autres. Des poissons plus gros. Mieux protégés. Ezra fixa son frère. Tu veux les traquer aussi? Ce n'était pas une question. On a les compétences, répondit John. On a les ressources. Et maintenant, on n'a plus rien à perdre. Juste nous deux contre des syndicats du crime internationaux? Ezra secoua la tête en riant doucement. Ça ressemble à une mission suicide. Pas juste nous, corrigea John. J'ai passé des appels. D'anciens militaires, des agents du renseignement. Des gens avec des compétences particulières et des motivations similaires aux nôtres. Des gens qui veulent faire la différence, mais qui ne font pas confiance au système pour y parvenir. Une armée privée, résuma Ezra. Une unité spécialisée, précisa John. Une force opérant dans l'ombre, là où les forces de l'ordre traditionnelles ne peuvent pas, ou ne veulent pas, intervenir.
Ezra resta pensif, observant le lac paisible. Pas de règles. Pas de supervision. Pas de pitié pour les coupables. Exactement. Un silence. Puis Ezra le regarda, son expression plus grave. Et si on devenait ce que l'on combat? La mâchoire de John se serra légèrement. Une seule règle. On protège les innocents. Tout le reste est négociable, conclut Ezra. Il but la dernière gorgée de son café et posa sa tasse sur la rambarde. Eh bien, mon frère. Je ne vais pas te laisser t'amuser tout seul. Compte sur moi. John hocha la tête, satisfait. Il savait qu'Ezra le suivrait. Pas seulement par loyauté, mais parce qu'il partageait le même sens de la justice. Le même besoin de rétablir l'équilibre dans un monde qui préférait souvent détourner le regard. J'ai une piste pour une opération en Europe de l'Est, dit-il. On peut être sur place dans 48 heures. Et la cabane, demanda Ezra, désignant leur refuge temporaire. Elle sera là quand on en aura besoin, répondit John. Pour l'instant, on a du travail. Ils rentrèrent à l'intérieur pour préparer leur départ. John fit ses bagages méthodiquement, uniquement l'essentiel. Armes, matériel de communication, fausse identité. Les outils de son nouveau métier. Alors que le crépuscule enveloppait la forêt, ils chargèrent leur équipement dans un SUV passe-partout. Ezra s'installa au volant pendant que John effectuait un dernier contrôle, s'assurant qu'il ne laissait aucune trace derrière eux. Satisfait, il rejoignit son frère à bord du véhicule. Prêt? Ezra démarra le moteur. Mais prêt. Ils s'éloignèrent de la cabane, leurs phares déchirant l'obscurité naissante. Derrière eux, le passé. La trahison. La vengeance. La clôture d'un chapitre. Devant eux, un avenir incertain. Mais un avenir avec un but. Une clarté nouvelle. John fixa la route qui s'étendait devant eux. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Pas heureux, le bonheur restait un concept étranger, après tout ce qu'ils avaient traversé. Mais il était concentré. Déterminé. Libéré des mensonges qu'il avait trop longtemps enchaînés. Aucune pitié, murmura-t-il pour lui-même en regardant la cabane disparaître dans l'ombre. Ezra tourna la tête. Qu'est-ce que t'as dit? Rien, répondit John. Je pensais juste à notre nouveau départ. Ils roulèrent vers la nuit, ne laissant derrière ni trace, ni regret. Juste deux frères. Deux hommes en mission. Liés par le sang. Unis par un même but. Prêts à imposer leur propre justice à un monde qui en avait désespérément besoin. Pour ceux qui faisaient du trafic d'êtres humains, pour ceux qui prospéraient grâce à la souffrance des autres. La justice arrivait. Et quand elle frapperait, elle ne laisserait aucune échappatoire. Aucune seconde chance. Aucune pitié. Aucun pardon. I thought you fixed that. Too safe of a spawn. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Okay, we're up. We're up, we're so up. Okay, I wanted to... Like, before I... Oh shit, he's already shooting at me. Before I get too into this... I need ender pearls. I just don't have enough. Shit, bro. Oh, he's shooting at me. Oh fuck, I can't move. Okay. Food, 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 food. That's not food. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Well, that was quick, wasn't it? I was trying to use everything I had, bro. Oh my god. It wouldn't even let me pearl. Oh my fucking god, bro. Oh my god.